Rebonjour, on continue nos questions autour de spin avec Alessandro de la chaîne ScienceClick et Antoine de la chaîne Scientia Egregia. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez vite voir sur la chaîne de ScienceClick parce que du coup il y a une difficulté croissante des questions et je pense que voilà, on est prêt. Pourquoi seulement de petits spins apparaissent dans la nature? 0, 1,5 et 1. Du point de vue élémentaire, les spins, donc des particules élémentaires, qui en théorie quantique des champs vont être des valeurs associées au champ quantique, on peut montrer, il y a un théorème classique de la théorie quantique des champs qui dit que, bon, il faut mettre les bonnes hypothèses, que je ne rappelle pas toutes ici, mais si on a des spins qu'on appelle des higher spins en anglais, donc des spins élevés ça veut dire strictement plus que 2, donc à partir de 5,5. Alors s'il y a des champs fondamentaux qui ont ces spins-là, alors la théorie sera essentiellement triviale. Ces champs-là ne peuvent pas interagir, et donc c'est comme s'ils n'étaient pas là, parce que de toute façon on ne les voit pas. Donc du point de vue des théories fondamentales, on se limite aux spins inférieurs ou égaux à 2, donc on n'a que 5 valeurs possibles. Et ça, c'est une conséquence de la théorie quantique des champs. Pour le modèle standard, on peut juste dire que effectivement, dans le modèle standard, il n'y a que 0, 1,5 et 1. Voilà. Oui, dans le modèle standard, il n'y a que des particules de spin 0, 1,5 et 1. Il y a le supposé graviton de spin 2. Et puis dans certaines théories, la supersymétrie, tu disais qu'il y avait le gravitino qui serait de spin 3,5, ouais. Mais des particules de spin supérieures à 2. Voilà, là ça ne sera pas cohérent avec une théorie des champs. S'il y a un nombre infini de champs fondamentaux, alors on peut avoir des théories, mais bon, on devient un peu exotique là. D'un point de vue mathématique, il n'y a rien qui est restreint. Le spin, effectivement, c'est pour ça peut-être qu'il y a la question, et moi je trouve ça effectivement un peu mystérieux. Pourquoi la nature choisit d'utiliser que les spins petits? Après, comme on a déjà dit, chaque fois qu'on ajoute un demi au spin, il y a du coup de plus en plus de possibilités. Et après, quand on prend des particules, ils interagissent, et du coup, plus ils ont des degrés de liberté interne, plus ils peuvent interagir. Je ne sais pas si ça crée juste de la complexité, ou si ça fait vraiment, s'il y a vraiment un effet physique. Il me semble que ce théorème, du coup, auquel tu fais référence, probablement, il va vraiment déduire qu'il y a des phénomènes qui sont impossibles physiquement, qui en découlent, et du coup, qui vont exclure ces comportements. Après, l'autre chose qu'il faut dire aussi, donc c'est que là, on a parlé des champs fondamentaux, ou des particules fondamentales, élémentaires. Mais dès qu'on a des atomes, par exemple, on a des spins plus élevés. Donc il y a le hafnium, je crois, qui peut monter assez haut dans les spins, peut-être 13,5, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a des spins plus élevés que 2, on peut monter assez haut. Mais après, quand on a des spins très très élevés, par exemple, si on prenait un noyau d'atomes d'uranium, donc les plus gros atomes, ça contient 238 nucléons, chacun de spin 1,5. Donc en principe, on pourrait avoir un noyau d'uranium de spin 238,5. Oui, s'ils sont tous alignés. Voilà, ça c'est possible en principe. En pratique, ça va être extrêmement instable. Plus le spin s'éloigne de 0, plus la particule va être instable, et donc ça va pas... Presque un peu un phénomène d'entropie, non? Oui, genre, peut-être. En moyenne, il y aura autant qui montent vers le haut que vers le bas, et en moyenne, on s'attend quand même à 0. Peut-être quelque chose comme ça. C'est l'état le plus probable, et du coup... Ça, ce serait une vision classique, on va dire, si chaque spin était indépendant, on aurait ça. On pourrait se dire que les différents niveaux de spin ont tous la même énergie, donc ils vont tous être aussi stables, mais en pratique, il y a des couplages spin-spin, donc ça coûte plus d'énergie quand même, et s'il y a trop de spin alignés, ça va être instable. C'est un domaine de recherche même assez actif, non? Les chaînes de spin, les interactions, le modèle d'Ising qui essaie d'expliquer la magnétisation. Donc oui, voilà, il y a des modèles théoriques, mais les vrais modèles atomiques, par exemple, ça va être typiquement encore beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas une chaîne... Typiquement, dans les chaînes de spin, on va utiliser l'invariance par translation pour contraindre beaucoup. Dès que ça devient fini, et puis sur un atome qui est une boule où tout est ensemble, c'est compliqué. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment de façon théorique de le calculer, mais bon, en tout cas, expérimentalement, ça m'étonnerait beaucoup qu'on trouve un noyau d'uranium de spin, c'est quoi la moitié de 238? 119? Mais du coup, même pour un atome donné, il y a des spins différents. Donc il y a différentes copies du même atome qui peuvent avoir des spins différents. Ouais. Parce que ça dépend déjà des isotopes, non? Genre, ça dépend de combien de neutrons il y en a. Ouais. Mais même pour un nombre de neutrons fixé, vu qu'il... on va avoir des états, même dans ce cas-là. Ouais. Mais oui, donc un truc facile à dire, c'est évidemment, il suffit de compter la parité du nombre de nucléons. Et déjà, ça va nous dire si c'est un boson ou un fermion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément toujours, mais le carbone 12, c'est un boson, le carbone 13, c'est un fermion, enfin, ça change beaucoup, quoi. Donc le carbone 13, par exemple, on sait qu'il n'a pas un spin 0. Il a forcément un spin 1,5 ou 3,5. Parce qu'il a 13 nucléons. 13 nucléons, voilà. 13 nucléons. 6 protons, 7 neutrons. Voilà. Autant de protons que d'électrons, les deux sont spin 1,5. Ouais.
Donc au total, ça fait un nombre entier. Et ensuite, il y a un neutron qui fait un 1,5 en trou. Voilà, c'est ça. Donc l'atome en tant que tel et le noyau d'atome, les deux sont des fermions tous les deux. Pourquoi pas une particule? Peut-on trouver des spins? Est-il possible d'avoir un spin 3? Ça pourrait exister, un spin I? Dans ma vidéo sur les spinners, je parle un petit peu au début des spinners en tant que racines carrées de vecteurs, et je dis que dans le cadre de la dimension 2, rien n'empêche de prendre des racines cubiques, donc on peut avoir des spins un tiers, un quart, un cinquième en dimension 2. Donc si on vivait en dimension 2, il n'y a pas de problème, et d'ailleurs c'est un nom, ça s'appelle les anyons, des particules de spin quelconques. Par contre, dès qu'on est en dimension plus que 2, donc à partir de 3 et toutes les dimensions supérieures, donc en particulier pour nous, c'est pas possible. Et les raisons sont cachées dans la topologie du groupe des rotations, donc peut-être que tu veux dire... Oui, justement, effectivement, d'un point de vue mathématique, même ça se voit très bien. En dimension 2, les rotations, une rotation est juste donnée par un angle, et du coup, le groupe des rotations, c'est juste un cercle. Et effectivement, le cercle, il a une topologie non triviale, justement, on peut faire un certain nombre de tours. Et il y a des revêtements, il y a des objets qui vivent au-dessus de ce cercle, qui se projettent sur le cercle, tel que chaque point, il a n pré-images. On peut imaginer une sorte de spirale qui monte n étages et après qui revient. Et du coup, à un tel revêtement, on peut associer effectivement des représentations après qui se comportaient comme une particule de spin 1 sur n. Et une fois qu'on a 1 sur n d'ailleurs, du coup, on peut faire 2 sur n, 3 sur n avec des produits tensoriels. Mais par contre, dès qu'on ajoute des dimensions, à partir de la dimension 3, le groupe des rotations, quand on calcule son groupe fondamental, donc effectivement, il y a une seule façon de faire, c'est le revêtement double. Et c'est ce revêtement double qui crée du coup des particules de dimension 1 sur 2 et pas 1 sur 3, 1 sur 4. Et donc il y avait les questions, le spin 3, oui on a dit, il y a des particules de spin 3, juste pas élémentaires. Donc il y a des noyaux atomiques de spin 3. C'est vrai, on n'en entend pas trop parler. On n'en entend pas trop parler, mais ils existent, ils sont là. Et pour la particule de spin I, alors ça pourrait pas exister a priori, le spin en fait caractérise, comme tu le disais, la valeur expérimentale du moment cinétique, du moment angulaire intrinsèque. Combien de rotations internes à la particule est-ce qu'elle comporte? Et donc cette valeur, c'est une valeur réelle, et en fait, en mécanique quantique, toutes les valeurs qu'on peut mesurer, toutes les observables, doivent donner des résultats, des valeurs propres réelles. Comme I, c'est un nombre imaginaire, selon le formalisme mathématique de la physique quantique, on peut pas construire une observable qui donne la valeur I. Donc on pourrait pas avoir un moment cinétique qui vale IH bar sur 2. Ça serait d'ailleurs difficile à interpréter. Mais c'est assez curieux, je trouve, parce que en mécanique quantique, le fait d'utiliser des nombres complexes, c'est absolument essentiel. Et pourtant, tout ce qu'on mesure est purement réel. Mais du coup, dans le formalisme de la mécanique quantique, on a imposé que les opérateurs qui correspondent aux mesures, ils sont hermitiennes. Ce qui fait que leur spectre, c'est-à-dire les valeurs qu'on peut mesurer, est forcément réel. Donc ça, c'est un fait mathématique qu'on inclut en quelque sorte dans la théorie, pour un peu retomber sur nos pieds, c'est-à-dire du fait que dans la vie courante, on n'observe jamais vraiment les nombres complexes. Thomas dit « On dit souvent que le spin est une notion quantique, mais ce n'est pas vrai. Ça ne se trouve pas dans la physique newtonienne, mais on peut trouver la notion de spin dans la relativité. » Antoine dit « Le spin est intrinsèquement quantique. » Alors, vous en dites quoi les gars? Bon, moi je vous laisse vous battre. Alors moi ce que j'ai dit, c'est juste que les objets classiques, il y a une notion de spin, c'est comment ils se transforment quand on fait des rotations justement, mais ça va être toujours de spin entier, je pense que c'est à ça que je faisais référence, et que le spin 1,5, ça utilise vraiment ce fait qu'on mentionnait avant, qu'il faut identifier l'état de spin avec un certain signe, avec l'autre signe, et ça c'est quelque chose qui se passe en mécanique quantique. Mais après, effectivement, d'un point de vue mathématique, ça apparaît comme des représentations, et en particulier représentations du groupe de Lorentz. C'est peut-être du coup à ça que tu faisais allusion. Oui, en quelque sorte, on trouve des traces de cette notion de spin, oui, même dans des théories mathématiques qui ne parlent pas du tout de la mécanique quantique. Ouais. Donc effectivement, si on fait juste la théorie des représentations du groupe des rotations, dimension 3, effectivement, on va trouver des représentations projectives qui proviennent réellement des représentations du revêtement double, SU2. Et typiquement, du coup, là, on pourrait déjà dire qu'on a découvert une sorte de spin, mais de là à déduire que dans la vraie nature, il existe des particules qui ont telle ou telle propriété, on est très très loin. Et effectivement, pour faire ce pas entre les maths et la physique, il nous faut forcément un cadre de mécanique quantique. Ce qui permet d'autoriser la manifestation réelle de ce spin 1,5, c'est le fait que l'espace de Hilbert de la physique quantique soit un espace projectif dans lequel on identifie les états opposés. Et donc on peut se permettre d'avoir un état
qui reviennent à l'état opposé, puisque dans l'espace projectif, en fait, ça fait partie du même rayon de même état. Ouais. Genre, on a l'espace de Hilbert, et on peut définir une relation d'équivalence sur les vecteurs. On va dire que deux vecteurs sont équivalents lorsqu'ils diffèrent que par un scalaire, effectivement. Et dans ce cas, typiquement, un vecteur et son opposé, vu que c'est moins fois ce vecteur, ils vont être identifiés. En fait, c'est comme la phase, si on prend deux états avec une phase différente. Ils sont différents puisqu'ils peuvent interférer et ça va donner des choses différentes selon les phases. Mais si on prend juste une particule quantique et qu'on fait changer la phase de tout le système, ça va pas changer la situation physique. Effectivement, ça vient juste de la règle de Born, effectivement, c'est des probabilités, parce qu'on fait cette projection et après on prend la norme du vecteur, et la norme du vecteur, effectivement, elle ne voit pas la phase. Elle ne dépend pas de la direction. Il faudrait peut-être juste rappeler d'ailleurs ce que c'est qu'une représentation projective. Une représentation, usuellement, c'est une transformation sur un certain objet qui est tel que si j'applique d'abord une rotation, puis une autre rotation, c'est la même chose que si j'avais appliqué les deux rotations à la suite. Et une représentation projective, c'est la même chose, sauf qu'on se permet d'avoir une phase. Donc en fait, c'est exactement la bonne notion dont on a besoin en mécanique quantique, donc ça tombe bien. Comment une rotation réelle tridimensionnelle est-elle traduite dans un espace complexe bidimensionnel ? Donc là, il faut rentrer peut-être un petit peu dans les détails, mais je ne sais pas si on reparlera de la sphère de Bloch et tout ça tout à l'heure. Oui, je pense, non, mais on peut au moins dire qu'il y a une application explicite, qu'on peut faire une section. Une des façons de le voir, c'est plutôt de le voir donc, dans l'autre sens. Comment est-ce qu'une rotation complexe du coup, à 2 dimensions se traduit par une rotation dans l'espace à 3 dimensions réelles? Une façon de le voir, c'est que on peut voir le groupe SU2 qui agit sur une matrice 2 par 2 complexe par conjugaison. Mais si ensuite on réécrit cette matrice 2 par 2 comme une combinaison des matrices de Pauli, alors on va voir que cette action, je pense que c'est pas clair ce que j'ai dit, mais donc cette action se traduit par une rotation dans l'espace 3D. Ça c'est la façon explicite d'avoir la formule en fait. Ouais, mathématiquement, ce qu'on peut dire, on pourrait dire, on part du groupe SO3, les rotations en dimension 3. On peut calculer son groupe fondamental, donc on sait qu'il y a un groupe plus grand qui, en quelque sorte, se trouve au-dessus, et il se trouve qu'on peut identifier ce groupe à SU2. Du coup, on sait qu'il y a une application de SU2 vers SO3, et effectivement, on peut écrire la formule explicite, mais elle est vraiment en fait compliquée. Il y a des parties réelles, des parties imaginaires, mais bon, on peut la calculer effectivement avec ce que tu dis, avec la conjugaison sur une matrice 2x2, probablement hermitienne. Ouais. Et sinon, effectivement, on peut essayer d'aller vers l'autre sens. Mais pour l'autre sens, effectivement, il y a un choix, vu que pour chaque élément de SO3, il y a 2 préimages. Mais du coup, il y a une formule peut-être un peu plus jolie, un peu plus simple, avec des cosinus θ sur 2. C'est ça, voilà. Si on veut regarder la rotation d'angle alpha, on va dire, autour d'un vecteur unitaire U, la matrice 2 par 2 complexe associée, ça va être cosinus de alpha sur 2 plus I fois sinus alpha sur 2 fois les matrices de Pauli produit scalaire avec n. Oui, parce que SU2, c'est un espace, donc l'espace qui décrit les rotations complexes à 2 dimensions, c'est un espace de 3 dimensions. Oui. Il y a 3 matrices de base, les 3 matrices de Pauli, et du coup, comme c'est 3 dimensions, on peut faire correspondre ces 3 matrices de Pauli aux 3 matrices de rotation de l'espace SO3. Ouais. C'est ça. Mais c'est comme exceptionnel. C'est-à-dire, là, ce que tu dis, on pourrait imaginer que si je prends les rotations dans l'espace complexe de dimension 3, c'est un certain groupe SU3 qui a une certaine dimension, peut-être 6, 8. Mais ça correspond 8, mais ça correspond pas aux rotations réelles de dimension 8. Donc il y a vraiment une chose un peu exceptionnelle qui se passe en dimension 3. Ouais. Et d'ailleurs qu'on pourrait expliquer probablement avec des algèbres de Clifford, mais... Oui, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Juste, donc effectivement pour SU3 il n'y a pas, par contre si on fait SU4, donc de dimension 15, SU4 on peut voir que ça correspond aux rotations dans l'espace réel de dimension 6, donc, enfin SO6. Un autre isomorphe. SO6 et SU4, voilà, ça fait la même chose, donc c'est pareil, c'est pas isomorphe parce qu'il y en a un qui est simplement connexe et pas l'autre, mais il y a la même relation entre SU4 et SO6 qu'entre SU2 et SO3. Et après ça s'arrête là. Oui, il y a un certain nombre fini voilà. d'exceptions, mais après... Et une bonne façon de le voir, c'est avec les diagrammes de Dynkin qui permettent de s'y retrouver. Les rotations lorentziennes de Dirac se répercutent-elles dans un espace des états non euclidiens, comme l'espace-temps de Minkowski ? Est-ce que je dois considérer ces 2 espaces des états comme différents ? Alors ça, je crois que cette question, elle est liée à la fin de ma vidéo.
où je montre le fait que Dirac étudiait le spin dans l'espace-temps, donc en étudiant le groupe des rotations spatio-temporelles, donc en incluant la dimension du temps. Et dans ce contexte-là, on peut se demander effectivement, lorsqu'on fait une rotation spatio-temporelle, sachant que l'espace-temps a une métrique de signes opposés pour le temps par rapport à l'espace, donc on a une géométrie qui n'est pas euclidienne, qui est lorentzienne. Est-ce que ces rotations-là qui sont lorentziennes donnent lieu à des rotations aussi lorentziennes avec une métrique différente dans l'espace abstrait des états? Moi, je trouve que l'interprétation la plus directe de la question, le fait que l'espace-temps ait une signature, est-ce que ça implique une signature sur l'espace interne? C'est non, parce que l'espace interne, c'est un espace de Hilbert, donc il a un produit hermitien, mais il n'a pas de métrique au sens euclidien. Et une chose qu'on peut dire, d'ailleurs, qu'on avait dit en lisant les questions la première fois, c'est que dans l'espace de Hilbert, il y a une norme, et cette norme, elle est toujours positive. Une des façons de le voir, c'est que dans les principes de la mécanique quantique, cette norme au carré s'interprète comme la probabilité. Une probabilité, c'est positif. Donc voilà, on n'aura pas de norme au carré négative. Par rapport au spin entier vs au spin demi-entier, on a respectivement la possibilité que deux particules identiques se superposent ou pas, si j'ai bien compris. Mais par quel processus, de quelle manière on passe du spin à la possibilité de superposition? Est-ce un constat prouvé par des mesures ou ça sort de la théorie? C'est une question très très intéressante. Il y a deux phénomènes fondamentaux. Il y a du coup cette étiquette qu'on peut donner aux particules élémentaires ou même à des composites comme on a vu, qui décrit comment ça se comporte par rapport à des rotations. Et puis il y a ce qu'on appelle du coup un boson ou un fermion. Et ça provient plutôt du comportement de plusieurs particules identiques. Un fermion, par définition, ça obéit au principe d'exclusion de Pauli, qui dit que deux fermions ne peuvent pas être dans le même état. Ça veut dire physiquement que quand vous avez deux particules identiques, vous les échangez, alors la fonction d'onde qui décrit le système total, il prend un signe moins. Et du coup, ils ne peuvent pas être dans le même état, sinon ce serait un état qui est égal à lui-même inversé, du coup c'est zéro. Et un boson, par définition, c'est une particule telle que quand on prend deux copies et on les échange, on va retrouver la même fonction d'onde. Donc il y a ces deux définitions, et en fait il y a un lien direct qui dit que si votre spin, cette étiquette qui décrit juste comment la particule se comporte par rapport aux rotations, est 1,5, 3,5, 7,5, etc., alors c'est forcément un fermion. Et si jamais cette étiquette est un entier, alors c'est forcément un boson. C'est ce qu'on appelle le théorème spin statistique. À ma connaissance, c'est un théorème vraiment profond qui est difficile à démontrer. Et on ne peut pas vraiment le faire, en tout cas de façon classique, c'est-à-dire non relativiste. Il faut faire un peu de théorie quantique des champs et c'est compliqué. Donc un jour, on essaiera peut-être de l'expliquer dans une vidéo dédiée. Il faudrait déjà le comprendre nous-mêmes. Est-ce que le nom que l'on donne aux quarks, up-down, charm-strange, top et bottom, vient du spin? Si oui, est-ce que ça veut dire que les gluons permettraient de modifier le spin d'un quark et aussi leur charge du coup? Alors pas directement, mais en même temps un peu, parce que le spin donc, a été découvert dans les années 20, au départ de la création de la physique quantique. Et puis on s'est intéressé aux particules, on a découvert de nouvelles particules, et quand on a découvert les quarks, on s'est rendu compte qu'il y avait cette dualité, il y avait deux types de quarks, les up et les down. On les a appelés up et down puisque ils avaient une propriété qui permettait de les classer de façon discrète, comme ça il y a deux types de quarks. Et cette propriété, c'est ce qu'on a appelé l'isospin, parce que ça se comporte un peu comme le spin, il y a deux possibilités. Ça venait d'avant, en fait, ça venait déjà du proton et du neutron. Donc quand on n'avait aucune idée des quarks dans les années 30, on se disait, maintenant qu'on a découvert que l'électron peut être dans deux états de spin, on s'est dit peut-être que le nucléon, du coup, ce serait une seule particule qui peut être dans deux états, l'état proton et l'état neutron. Et donc c'est ça qu'on avait appelé l'isospin. Et effectivement, ensuite, du point de vue quark, donc qui compose les nucléons, on se trouve effectivement avec deux types de particules. Et donc là encore, on peut parler d'isospin. On a découvert qu'il y avait d'autres types de quarks. Les quarks étranges, strange, ils sont appelés comme ça parce qu'ils ne rentraient pas dans cette classification. Et donc on s'est dit, mais alors il faut faire intervenir un troisième type de direction. Donc comme ça allait plus tellement, cette idée d'isospin, on a abandonné et on a juste appelé ça la saveur. On a dit, il y a le quark de saveur up, down et étrange, et puis ensuite d'autres qui sont arrivés. Et donc maintenant on a 6 saveurs de quarks. Et donc il ne faut pas se perdre dans les méandres du modèle standard, il ne faut pas confondre ces choses-là, donc qui sont la saveur, et qui au début, quand la saveur a été créée, il y avait 3 saveurs, donc up, down et strange, et c'est le groupe SU3, qui est l'analogue en une dimension de plus du groupe SU2. C'était ce groupe SU3 qui gouvernait un peu les types de particules qu'on peut faire à partir de ces 3 types de quarks. Et parfois les gens sont un peu perturbés parce qu'il y a un autre SU3 mais qui n'a rien à voir, qui est le SU3 de Couleur. Celui-là, c'est celui qui est responsable de l'interaction forte. Et donc en particulier, les gluons, eux, ils véhiculent pas de saveur.
uniquement de la couleur. Ils sont 8, on parlait tout à l'heure du groupe SU3 de dimension 8, donc il y a 8 gluons parce que le groupe de jauge SU3 est de dimension 8. Mais ces 8 gluons, qui sont des bosons de jauge, donc je crois qu'on l'a pas dit, mais donc de spin 1, ils pourraient modifier le spin. Un quark de spin 1,5, un gluon de spin 1 va arriver, et donc l'état produit peut être de spin différent. Le truc un peu bizarre, c'est qu'un quark up peut être spin down. Oui. Un quark up peut être de spin down, un quark down peut être de spin up. Après, ces histoires de spin, il faut aussi se méfier, comme on l'a dit, c'est que le spin, c'est vraiment une grandeur qui est bien adaptée pour des cas mécaniques quantiques. Les quarks sont pas des très bons systèmes quantiques, on peut pas isoler un quark, donc on peut pas vraiment associer un espace de Hilbert à un quark comme ça, donc c'est un petit peu subtil. Mais oui, en tout cas, c'est décrit du point de vue de la théorie quantique des champs relativistes par les mêmes spinners que les électrons. Mais la dynamique est extrêmement différente. Quand les vecteurs sont décrits comme forme quadratique des spinners, pour les vecteurs de dimension 3 et 5, les spinners ont moins de composantes que les vecteurs 2 et 4. Est-ce que ça veut dire qu'une partie des vecteurs de dimension 3 ou 5 n'ont pas de racine carrée ? Effectivement, dans le cas de la dimension 3 par exemple, on a des spinners à 2 composantes alors qu'on doit réaliser des vecteurs à 3 composantes, donc on a l'impression qu'on ne pourra jamais avoir quelque chose de dimension 3 à partir de dimension 2, mais en réalité ces choses de dimension 2 sont complexes, donc en fait on a largement assez de dimensions, il faut doubler, et donc ça marche toujours. Comment calcule-t-on le spin de l'atome d'hydrogène, celui présent sur la plaque de la sonde Pioneer 10 ? On va prendre cette question comme prétexte pour parler de tout ce dont on n'a pas parlé. Déjà, d'un point de vue du coup, physique, un hydrogène, du coup, on a juste un électron et un proton. Et du coup, on a 2 particules de spin 1,5, 2 fermions, qui interagissent. Et du coup, mathématiquement, ce qui se passe quand on a des systèmes composites, on prend du coup les représentations, les espaces internes associés, on prend leur produit tensoriel. On obtient des représentations du coup du groupe de symétrie, SO3, qui ne sont plus irréductibles. On peut redécomposer cette représentation en représentation irréductible, ce qui veut dire en fait que quand vous prenez 2 fermions, comme dans le cas de l'hydrogène, le résultat peut avoir différents spins. Du coup, il y a la possibilité qu'un hydrogène peut être de spin 0, il peut aussi être de spin 1. Mais déjà, ce qu'on voit, vu qu'il y a 2 fermions, c'est forcément un boson, donc le spin est forcément entier. Et après, du coup, à partir de là, on pourrait dire quelle est la généralisation, qu'est-ce qui se passe si on met de plus en plus de fermions ensemble. Il y a une règle très générale qui s'appelle la loi de Clebsch et Gordon, qui dit que quand on a une particule de spin S et une autre particule de spin T, quand on les combine, on peut avoir n'importe quel spin qui se trouve entre S moins T et S plus T, espacé de 1. Donc si on a 1,5 et 1,5, la différence c'est 0, la somme c'est 1, donc on peut être 0 ou 1. Mais si jamais je combine maintenant un atome de spin 3,5 et un atome de spin 1, alors la différence c'est 1,5, la somme c'est 5,5, le composite peut être de spin 1,5, 3,5 ou 5,5. Et on peut vérifier sur la taille des espaces associés que ça marche. Donc, j'ai dit 1 et 3,5. Ouais. 1 et 3,5, donc c'est de dimension 3 et 4, 3 fois 4 ça fait 12. Et pour le tensoriel c'est multiplicatif. Donc le est de dimension 12, et on peut vérifier que si on additionne 1,5 plus 3,5 plus 5,5, ça fait donc 2 plus 4 plus 6, ça fait 12. Et donc du coup pour l'atome d'hydrogène, on disait donc un électron, un proton, ils peuvent être donc dans 2 états de spin différents, le spin 0 et le spin 1, et ces 2 états ils vont avoir des énergies légèrement différentes, c'est la structure hyper fine de l'hydrogène. Donc l'état le plus stable c'est quand les spins sont opposés, donc on va avoir un spin disons vers le haut pour le proton et vers le bas pour l'électron. Et disons que s'ils étaient alignés, alors il y a une énergie légèrement supérieure, et donc au bout d'un moment il va se désexciter, va se anti-aligner, et en faisant ça il va émettre un photon de très très basse énergie. Et c'est la fameuse raie à 21 cm qu'on observe dans les spectres stellaires. Donc c'est pour ça que ça a été mis sur la sonde. Je pense que l'idée c'était de dire ce rayonnement à 21 cm qu'on voit dans tout l'univers, nous on a compris d'où ça vient. Ça vient de la différence d'énergie entre les spins alignés et les spins non alignés dans l'atome d'hydrogène. Ça montre quand même que ce fait que l'humanité a réussi à comprendre, c'est considéré comme une des choses, en tout cas, les plus importantes que l'humanité a jamais comprises, et les plus universelles aussi. Est-ce que quand ils sont alignés, c'est spin 1 et quand ils sont alignés... Donc quand ils sont alignés, c'est spin 1, et le spin 1 part avec ce photon, qui est lui de spin 1, et on passe en spin 0. Après, quand on dit aligné, c'est 1, et anti-aligné, c'est pas 1, dans le produit tensoriel, on a 2 états qui sont anti-alignés. On en a un qu'on appelle l'état singlet, c'est-à-dire que lui, il est invariant sous rotation, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est de spin 0. Et un autre où les spins sont aussi anti-alignés, mais dans la fonction il va y avoir un moins quelque part. Et lui, si on fait des rotations dessus, on va pouvoir les aligner tous les deux. Ou dans les représentations irréductibles, la partie de spin 1, évidemment, contient 3 états, la valeur 0 en particulier, qui donc va être aussi anti-alignée.
Donc c'est un petit peu subtil, et ce qui dit précisément la différence entre ces deux états anti-alignés, celui qui est singlet et celui qui est triplet, c'est la valeur de ces coefficients de Clebsch-Gordan qui nous le disent. Sur le produit tensoriel de deux spins ennemis, il y en a un qui est symétrique et un autre qui est antisymétrique. On peut le voir, enfin ce truc-là, on peut le voir vraiment de façon très très élémentaire sur, je sais pas, si on prend l'ensemble des matrices 2 par 2, il y a les matrices symétriques, les antisymétriques. Les antisymétriques, c'est de dimension 1, les symétriques, c'est de dimension 3, et ça correspond à ces deux choses-là. Et du coup, la matrice antisymétrique, donc il n'y en a qu'une générée par les termes antidiagonaux, disons A et moins A, mais dans la représentation symétrique, il y a aussi une matrice qui ressemble beaucoup, qui va avoir A et A. Et donc on voit que ça diffère que par un signe, mais celle-ci, elle est symétrique, donc elle est dans la même représentation que les matrices diagonales. Donc c'est le même truc en fait, c'est juste ça écrit avec le langage de la mécanique quantique. Bon voilà, soufflons un peu, on va faire une petite pause, on va voir la suite qui sera un peu plus corsée encore sur la chaîne de Sciences et Agrégats.